Tragédie de la Cueva Los Angeles. Le 30 mai 1999, Francis Reyes, un guide expérimenté de la Commission nationale de secours en grotte, a conduit 17 personnes dans la Cueva Los Angeles à Porto Rico. Parmi elles se trouvait Elba Vázquez González. Le groupe est entré dans la grotte peu après midi et a suivi un passage de ruisseau qui semblait initialement sûr. En s'enfonçant plus profondément, Reyes remarqua que le débit du ruisseau devenait plus fort. Le groupe ignorait que de fortes pluies étaient tombées dans des montagnes éloignées, provoquant un afflux d'eau dans la grotte. Sentant le danger, Reyes décida de diriger le groupe vers un terrain plus élevé. À mesure que le niveau de l'eau montait, le ruisseau tranquille devint un courant dangereux, provoquant la panique. Il demanda à tout le monde de grimper une pente rocheuse raide menant à un passage supérieur. Reyes et Vázquez étaient les derniers. En s'approchant de la pente, Vázquez eut du mal à garder son équilibre sur le sol glissant et tomba. Le courant l'emporta immédiatement en aval, sa tête heurta la paroi de la grotte et elle perdit connaissance. Reyes sauta immédiatement dans l'eau dangereuse. Luttant contre le courant, il atteignit Vázquez et la saisit d'un bras tout en se soutenant contre les rochers avec l'autre. Luttant contre le puissant flux, il parvint à revenir à la pente avec Vázquez toujours inconsciente. Lorsqu'il atteignit le bas de la pente, il était presque trop épuisé pour bouger. Utilisant ses dernières forces, il souleva Vázquez et le groupe l'attira en sécurité sur le sol sec au-dessus. Alors que Reyes tentait de grimper lui-même, une énorme vague traversa le passage. Elle le frappa avec une force énorme, brisant sa prise sur les rochers. Vázquez, désormais consciente, tenta désespérément de l'atteindre. Leurs doigts se touchèrent brièvement avant que le courant ne l'emporte au-delà de sa portée, alors qu'il était emporté dans la grotte. Les autres guides ont conduit le groupe vers une chambre sèche plus haute dans la grotte, et ils y ont attendu ensemble, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, tandis que Vázquez était assise à l'écart du groupe, en pleurs. Les secouristes arrivèrent à l'aube, mais eurent du mal à cause des niveaux d'eau élevés. Des heures plus tard, ils atteignirent le groupe piégé et les sauvèrent. Malgré ses blessures, Vázquez insista pour sortir sans assistance. Vázquez a été emmené à l'hôpital, où son état a été jugé satisfaisant. Mais malheureusement, le corps de Reyes a été retrouvé en aval plus tard dans la journée. Grotte de la rivière rugissante. Le 14 octobre 2022, une équipe de plongeurs spéléologues est venue explorer les passages sous-marins de la grotte de la rivière rugissante dans le Missouri. Cette grotte était particulièrement difficile à explorer en plongée en raison de ses passages sous-marins abrupts, nécessitant des compétences de plongée spécialisées et un équipement approprié. L'équipe avait des tâches précises à accomplir. 2 plongeurs devaient atteindre les parties les plus profondes de la grotte. Eric Hahn, un plongeur de 27 ans, devait travailler avec un autre plongeur que nous appellerons Marty, pour placer des bouteilles d'air supplémentaires à 40 mètres et 58 mètres sous la surface. Ces bouteilles serviraient d'air de secours en cas de besoin. Hahn utilisait un appareil respiratoire spécial appelé recycleur. Cet équipement permet de réutiliser le gaz respiré en éliminant le dioxyde de carbone et en ajoutant de l'oxygène si nécessaire, permettant aux plongeurs de rester plus longtemps sous l'eau. Aux alentours de 11 à 12 heures, Hahn est entré dans l'eau et a commencé à suivre la ligne de guidage. À mesure qu'il s'enfonçait, l'eau devenait plus froide et plus sombre, seules ses lampes de plongée lui permettant de voir. 12 minutes plus tard, Hahn atteignit le point de 58 mètres. Il rencontra brièvement un autre plongeur qui déclara plus tard que Hahn semblait en bonne condition, sans signe de problème. Cependant, 1 minute plus tard, quelque chose tourna mal. Hahn heurta soudainement son partenaire Marty et commença à nager rapidement vers la surface, ce qui est extrêmement dangereux à cette profondeur. Marty comprit immédiatement qu'il s'agissait d'une urgence et suivit Hahn pour l'aider. Il le rattrapa lorsque Hahn heurta un plafond rocheux à 50 mètres de profondeur. Hahn luttait avec son équipement respiratoire. La situation s'aggrava lorsque Hahn retira son embout buccal sans le fermer, laissant l'eau pénétrer dans son système respiratoire. Ces convulsions correspondaient aux signes d'une intoxication à l'oxygène, qui survient lorsqu'un plongeur respire trop d'oxygène en profondeur. Marty tenta de maintenir Hahn tout en gérant le plongeur en convulsion et l'embout d'urgence, mais ils finirent par couler jusqu'au fond, à 62 mètres. L'eau devint rapidement trouble, alors que leur lutte remuait la vase du sol de la grotte, rendant la situation trop dangereuse pour que Marty continue le sauvetage. Il ne voyait plus la ligne de guidage. De plus, il était fatigué et son propre approvisionnement en air diminuait. Pendant ce temps, un autre plongeur était remonté chercher de l'aide. Marty,
contraint d'abandonner la tentative de sauvetage, commença à remonter et croisa un autre membre de l'équipe lors d'un arrêt de sécurité. Ce plongeur tenta de redescendre pour aider Anne, mais se heurta au même problème. Eau trouble, éloignement de la ligne de sécurité et niveau d'oxygène dangereusement élevé à cette profondeur. À peine 23 minutes après l'entrée de Anne dans l'eau, un autre membre de l'équipe aperçut Marty revenir sans Anne. Le responsable de surface interrompit toute nouvelle tentative de sauvetage, ordonnant aux plongeurs de terminer leurs arrêts de sécurité et de sortir en toute sécurité. Les opérations de sauvetage commencèrent à 16 heures. Près de 5 heures après l'entrée de Anne dans l'eau, lorsque l'équipe de plongée de la Missouri Highway Patrol arriva, ils retrouvèrent le corps de Anne à environ 61 mètres de profondeur. À l'examen, l'embout buccal principal de Anne était ouvert et hors de sa bouche. Son embout de secours, quant à lui, était dans sa bouche avec une petite fuite d'air. Son réservoir contenait encore de l'air, prouvant qu'il n'avait pas manqué de gaz respiratoire. Les experts en plongée en grotte ont conclu que Anne avait probablement mal calculé la profondeur à laquelle il pouvait plonger en toute sécurité avec ses gaz respiratoires. Son gaz principal ne contenait pas suffisamment d'hélium pour des plongées aussi profondes, ce qui augmentait le risque de narcose à l'azote. En outre, Anne avait également ajouté manuellement trop d'oxygène à son système à 58 mètres. Même de petites quantités d'oxygène peuvent rapidement atteindre des niveaux dangereux en profondeur, ce qui pourrait expliquer l'intoxication à l'oxygène constatée. Tragédie de la grotte Doudou. Le 9 février 2019, deux plongeurs italiens, Carlo Basso et Carlo Barbieri, sont partis explorer le célèbre système de grotte El Doudou en République dominicaine. Cette grotte sous-marine est réputée pour ses passages en labyrinthe et ses paysages magnifiques, qui attirent de nombreux plongeurs. Ni Basso ni Barbieri n'avaient suivi de formation adéquate pour la plongée en grotte, ayant uniquement de l'expérience en plongée en eau libre. À 11h50, ils entrèrent dans l'eau. Au début, leur plongée se déroula sans problème, alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la grotte. Mais au fur et à mesure de leur progression, la grotte devint plus sombre et plus étroite. Ils commirent alors une erreur critique. Ils quittèrent la ligne de guidage principale et pénétrèrent dans un passage secondaire. Ces chemins latéraux sont plus dangereux. C'est pourquoi ils sont séparés de la ligne principale. En avançant dans cet espace étroit, ils remuèrent la fine poussière du sol de la grotte. L'eau claire devint rapidement trouble, et ils ne pouvaient plus rien voir. Leurs lampes ne faisaient que refléter les particules en suspension, les rendant inutiles. Les choses empirèrent rapidement. Ils avaient perdu la ligne de guidage principale. Chaque mouvement qu'ils faisaient soulevait davantage de poussière, les désorientant encore plus. La situation était telle qu'ils ne pouvaient même pas utiliser des signaux manuels pour communiquer en raison de l'eau extrêmement trouble. Leur respiration paniquée consommait leurs réserves d'air plus rapidement. La situation devint mortelle lorsque le réservoir d'air avant de Basso s'emmêla dans la ligne de la grotte. Alors qu'ils luttaient pour se dégager, la ligne se rompit, coupant leur seul chemin sûr vers la sortie. Ils se retrouvèrent maintenant piégés dans un passage inconnu, sans issue claire et avec peu d'air restant. Lorsque les plongeurs ne revinrent pas en milieu d'après-midi, les personnes attendant sur la terre ferme commencèrent à s'inquiéter. La Société de spéléologie de la République dominicaine fut appelée et deux plongeurs expérimentés, Philippe Lehmann et Angel Compère, commencèrent à les chercher. Les sauveteurs rencontrèrent rapidement de l'eau trouble, signe avant-coureur d'un problème. Puis, ils découvrirent une ligne de guidage rompue, menant à un passage étroit rempli de terre. L'eau était si trouble qu'ils durent se déplacer à tâtons. Après des heures de recherche, ils durent rebrousser chemin sans retrouver les plongeurs disparus. Les recherches se poursuivirent le lendemain. Le 12 février, 3 jours après l'entrée de Basso et Barbieri dans la grotte, les sauveteurs retrouvèrent l'un d'eux. Le corps de Carlo Barbieri était coincé dans un passage latéral étroit, dans un espace si exigu que même les plongeurs de secours eurent du mal à l'atteindre. Son équipement fonctionnait correctement, ce qui signifie qu'il était probablement à court d'air ou s'était noyé. Les sauveteurs ne purent pas récupérer son corps, car le passage était trop étroit, et décidèrent de le laisser sur place. Le 21 février, après près de 2 semaines de recherche, l'équipe locale cessa les opérations, en raison des risques trop importants, et du faible espoir de retrouver Basso en vie. 2 plongeurs américains, Ed Sorensen et Mike Young, experts en sauvetage en grotte, furent appelés en renfort. Après avoir obtenu l'autorisation des autorités locales inquiètes, Sorensen et Young disposaient de 8 jours pour mener à bien leur mission. Utilisant un équipement spécial, dont un harnais pour les espaces étroits et un système d'ancrage à 4 points, ils progressèrent avec précaution dans le passage étroit où Barbieri avait été trouvé. Puis,
Ils découvrirent le corps de Basso le lendemain, coincé dans un passage étroit au-delà de l'endroit où ils avaient retrouvé Barbieri. Les deux corps furent finalement récupérés. Diepolder Sink 2. Le 11 mai 1990, dans le comté de Hernando, en Floride, Michael Spears, âgé de 25 ans, et son partenaire de plongée Daniel, 34 ans, se préparèrent à plonger dans Diepolder Sink 2, l'un des systèmes de grottes sous-marines les plus dangereux de Floride. Michael avait obtenu sa certification de plongée en grotte 5 mois plus tôt, bien qu'il ait déjà effectué 75 plongées en grotte. Daniel, quant à lui, avait plus de 10 ans d'expérience. Malheureusement, les pluies récentes avaient réduit la visibilité, mais cela ne les dissuada pas. Après avoir vérifié leur équipement, ils entrèrent dans l'eau. Ils progressèrent prudemment à travers l'entrée étroite pour rejoindre la grotte principale. Lorsqu'ils atteignirent la salle de jonction, l'eau était devenue très trouble. Ils ne pouvaient distinguer que quelques pieds devant eux avec leurs lampes. Ils se fiaient à la ligne de guidage, une fine corde qui aide les plongeurs à s'orienter dans les grottes. En atteignant la ligne de circuit supérieure, l'eau s'éclaircit légèrement. Ils ajustèrent leur équipement, se firent des signaux de main pour indiquer que tout allait bien, puis continuèrent à s'enfoncer plus profondément dans le système de grotte. En dépassant les 60 mètres de profondeur, la respiration devint plus difficile. L'air comprimé semblait plus lourd dans leurs poumons. À cette profondeur, les plongeurs peuvent être victimes de la narcose à l'azote, un état similaire à l'ivresse sous l'eau, ralentissant la pensée et les réactions. À mi-parcours de leur plongée, Daniel remarqua quelque chose d'anormal. Michael avait dérivé sous la ligne de guidage. Au début, ce n'était que de quelques pieds, mais il descendit ensuite plus vite, comme s'il était attiré vers le bas. Ses mouvements devinrent étranges. Il se trouvait déjà à près de 76 mètres de profondeur, s'approchant de la même salle de jonction qu'auparavant, où ils devraient repasser par l'eau boueuse. Lorsqu'ils atteignirent à nouveau la salle de jonction, la visibilité chuta à zéro. Michael tenta d'attraper la ligne de guidage à 2 reprises, mais la manqua. La panique s'installa. Désorienté, il prit la mauvaise direction, retournant dans la grotte au lieu de se diriger vers la sortie. Daniel le perdit de vue immédiatement. Michael luttait pour sa vie. Il aperçut ce qu'il pensait être une ligne de guidage et la suivit, nageant sans le savoir plus profondément dans une chambre isolée appelée la Downstream Ballroom. La profondeur croissante rendit la respiration plus difficile à mesure que le dioxyde de carbone s'accumulait dans son sang. Sa vision commença à s'assombrir sur les bords, signe précurseur d'un évanouissement dû à la profondeur. Lorsque sa flottabilité échoua, il coula et perdit connaissance avant d'atteindre le fond. Pendant ce temps, Daniel termina ses arrêts de sécurité nécessaires pour éviter la maladie de décompression, un processus permettant à l'azote de quitter le corps en toute sécurité. Lors de son arrêt à 9 mètres, Daniel chercha Michael du regard, mais ne le vit pas. Lorsqu'il atteignit la surface, d'autres plongeurs étaient déjà arrivés. Ils retournèrent dans la grotte en suivant la ligne de guidage jusqu'à la salle de jonction, mais ne purent retrouver Michael. Le lendemain matin, une équipe de plongeurs spéléologues expérimentés lança l'opération de sauvetage. Ils suivirent prudemment la ligne de guidage jusqu'à la salle de jonction et pénétrèrent dans le circuit inférieur, avançant lentement pour éviter de remuer davantage de sédiments. Après des heures de recherche, à 73 mètres de profondeur, ils trouvèrent Michael allongé face contre terre. Son détendeur était toujours dans sa bouche et son masque en place, signe qu'il s'était évanoui avant de se rendre compte du danger. Son réservoir d'oxygène était encore à moitié plein. La recherche dure 7 heures. L'équipe de sauvetage sécurisa son corps et le ramena à la surface. Les experts conclurent que la narcose à l'azote et l'évanouissement, induit par la profondeur, aggravé par l'accumulation de dioxyde de carbone, avaient causé la mort de Michael. Tragédie des sources Wikiwachi. Le 31 mars 2012, à Wikiwachi Springs, en Floride, Marson Kay, un plongeur expérimenté de 29 ans, travaillait avec l'équipe de recherche sous-marine Karst pour explorer et cartographier les grottes sous-marines du parc. Après avoir vérifié leur équipement de plongée, Kay et son équipe entrèrent dans l'eau et commencèrent à suivre la ligne de guidage. L'équipe avançait ensemble dans l'eau sombre, étudiant la grotte à des profondeurs de plus de 30 mètres. Ils maintenaient un rythme régulier pour éviter l'absorption excessive d'azote dans leur sang. Après avoir terminé leur travail et commencé à remonter, Kay resta proche de la ligne de guidage, mais vers 16h30, quelque chose changea. Alors qu'ils approchèrent de la sortie de la grotte, Kay s'écarta soudainement de la ligne et monta dans une fissure étroite de la roche, un espace si exigu que même les plongeurs avec des réservoirs sur les côtés auraient du mal à passer. Ses mouvements devinrent rapides et étranges.
Les autres plongeurs remarquèrent cela et tentèrent de lui envoyer des signaux avec leurs lampes, les faisant clignoter pour lui dire d'arrêter. Comme cela ne fonctionnait pas, ils essayèrent de le toucher, mais Kay ne réagit pas normalement. Il se glissa plus profondément dans la fissure étroite, tordant son corps pour passer. Les plongeurs de sécurité à proximité ne purent rien faire alors que Kay s'enfonçait davantage dans l'espace exigu. Après 5 minutes, ils remarquèrent que son régulateur de respiration n'était plus dans sa bouche. L'équipe appela immédiatement les secours, mais la fissure étroite rendait l'accès à Kay très difficile. Lorsqu'un plongeur de sauvetage parvint finalement à l'atteindre, il était trop tard. Kay ne répondait plus, bien que ses réservoirs contiennent encore beaucoup d'air et que son équipement fonctionne parfaitement. Il avait perdu connaissance et s'était noyé dans l'espace exigu où il était coincé. Le corps de Kay fut remonté à la surface juste avant 17 heures. Après l'accident, l'équipe Karst expliqua que Kay n'avait pas intentionnellement quitté la ligne de guidage pour nager dans la fissure. Ils expliquèrent que Jake avait une bulle d'air dans les vaisseaux sanguins de son cerveau, une condition causée par une remontée trop rapide, pouvant rendre un plongeur confus et incapable de penser clairement. Tragédie des sources paradis. Le 22 septembre 1996, à Paradise Springs, en Floride, 2 amis, Jake Miller et Lisa Carter, décidèrent de plonger dans une grotte sous-marine. Bien qu'ils sachent plonger en eau libre, ils n'avaient reçu aucune formation spécifique pour la plongée en grotte et, pour aggraver les choses, ils n'avaient pas apporté de ligne de sécurité pour retrouver leur chemin. Ils entrèrent dans la grotte et descendirent à 18 mètres, 60 pieds, avant d'allumer leur lampe pour s'orienter dans les passages. Jake passa en premier, suivi de Lisa. À mesure qu'il s'enfonçait, le passage devenait de plus en plus étroit. À 45 mètres, 148 pieds, ils avaient dépassé la profondeur prévue, mais ils continuèrent. Soudain, Jake fit involontairement remonter de la poussière du sol de la grotte, rendant l'eau trouble en quelques secondes, au point qu'il ne voyait plus rien. Lisa tenta d'attraper Jake, mais ne parvint pas à le trouver dans l'eau opaque. Perdu et incapable de voir, Jake paniqua. Il commença à respirer plus vite, épuisant rapidement son air. En cherchant désespérément une issue, sa main trouva une fissure étroite dans la roche. Il tenta de s'y glisser, mais son réservoir d'air et ses sangles se coincèrent dans cet espace réduit. Il ne pouvait plus bouger, ne voyait rien et était totalement désorienté dans l'obscurité. Pendant ce temps, Lisa sentit un mouvement dans l'eau. Pensant que la grotte s'effondrait, elle décida de remonter rapidement à la surface. Une fois en sécurité, elle appela immédiatement les secours. Pendant ce temps, Jake luttait pour rester en vie. Sa poitrine était comprimée contre la roche, ses épaules coincées dans la fissure. À mesure que son air s'épuisait, il tenta désespérément de retirer ses sangles et finalement réussit à se libérer de son réservoir. Bien qu'il ne soit plus coincé, il n'avait plus d'air ni de lumière dans l'eau sombre et trouble. Jake s'éloigna de la roche et tenta de nager vers la surface. Les plongeurs de sauvetage arrivèrent en moins d'1 heure. Ils pénétrèrent dans la grotte et fouillèrent l'eau trouble. Ils constatèrent que la grotte ne s'était pas effondrée, contrairement au premier rapport. Ils trouvèrent le corps de Jake dans la fissure, mais il n'était plus coincé. Les enquêteurs réalisèrent qu'après s'être libéré en retirant son réservoir et ses sangles, Jake avait tenté de remonter à la surface. Cependant, en remontant, l'air dans ses poumons s'était dilaté, provoquant probablement une bulle dans son sang, ce qui l'avait fait s'évanouir avant d'atteindre la sécurité. Son corps fut retrouvé flottant dans l'eau à 44 mètres, 144 pieds de profondeur. Lisa survécut et admit plus tard qu'il n'avait pas pris les risques suffisamment au sérieux. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification pour en voir d'autres similaires. À très bientôt.